Voilà, merci, merci aux intervenants précédents. Là. Je sais pas, je suis un peu ennuyé parce que je ne sais pas trop bien par quel bout commencer mon intervention. Je vais peut-être vous rappeler simplement, je voudrais rebondir sur ce que tu as expliqué là tout à l'heure, en expliquant que tu avais une démarche d'anarchiste en fait. Alors qu'est-ce que c'est l'anarchie? Étymologiquement, c'est l'absence de pouvoir. Hein. Donc vous retrouvez les mêmes racines dans l'oligarchie, qui est le pouvoir de quelques-uns, ou la monarchie, le pouvoir d'un seul. Mais ça c'est en Belgique, hein. On est dans une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie quand même, donc on a un roi qui est là tout au-dessus. Et donc il y a, en France, je pense qu'ils aimeraient bien récupérer la monarchie qu'ils ont supprimée il y a quelque temps. En tout cas, il y en a un qui aimerait bien, qui se considère comme le monarque absolu, semble-t-il, voilà. Bon, donc l'anarchie, c'est avant tout l'absence de pouvoir, mais ça ne veut donc pas dire le bordel, hein, c'est pas nécessairement comme l'usage courant laisse entendre. Vous tapez anarchie sur Wikipédia, et c'est la première chose qu'on vous dit, hein, c'est le désordre. Bon, mais c'est pas ça, hein. C'est avant tout au contraire de l'ordre et de l'organisation, mais sans pouvoir. Et c'est bien ça qui est fondamental. Je crois qu'il faut essayer de bien se mettre ça présent à l'esprit dans ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société, que ce soit en France ou ailleurs, ou absolument partout sur la planète. C'est qu'on est face à deux phénomènes qui vicient toute la vie publique et la vie privée. C'est la recherche de pouvoir et la recherche du profit. C'est la combinaison de ces deux obsessions, parce que c'est vraiment obsessionnel, hein, qui nous mènent aux situations que l'on a décrites précédemment ici, que ce soit les multinationales, les syndicats en Belgique, etc. Alors, au-delà de ça, moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que on a parlé d'élections, etc. On a parlé ici, Claude a parlé de gens incompétents. Ben oui, effectivement, on arrive à une situation où, par le biais des élections, notamment, en tout cas, et le copinage, etc., on met en place des gens qui sont totalement incompétents. Alors, il y a une alternative aux élections, c'est le tirage au sort. Alors, le tirage au sort est considéré par la majorité des groupements, comment dirais-je, des groupes politiques, des partis politiques et des penseurs, etc., comme étant une catastrophe, soi-disant, parce qu'on va élire des citoyens qui n'y connaissent rien, qui seront effectivement incompétents. Alors, c'est tout à fait faux. D'abord, il est difficile d'être plus incompétent que ce qu'on constate actuellement, hein, puisque manifestement la majorité du personnel politique s'avère totalement incompétent. Et deuxièmement, il est démontré de manière concrète que lorsque des citoyens tirés au sort sont amenés à travailler ensemble sur un problème précis, eh bien, ils arrivent dans un temps record à, comment dirais-je, à un résultat qui est tout à fait bien construit, structuré et pertinent. Alors, il y a des exemples très concrets. Un bon exemple, c'est que tout le monde connaît, qui est ancestral, c'est le jury d'assises. Vous savez qu'en cour d'assises, donc, on désigne ce qu'on appelle un jury populaire, entre guillemets, qui est censé donc donner un avis sur la culpabilité et sur la peine. Eh bien, il est très fréquent de constater qu'en réalité, les jurys d'assises rendent des décisions beaucoup plus sensées et beaucoup plus pertinentes que les magistrats professionnels. Et ce sont donc des personnes qui sont tirées au sort dans la population et qui sont donc amenées à devoir donner, comment dirais-je, leur avis sur la culpabilité d'une personne. Il y a un autre exemple, en France en tout cas, ce sont les conventions citoyennes. Je pense que nos amis français peuvent le confirmer. Il y a eu récemment 2-3 conventions citoyennes, notamment sur rappelez-moi, sur l'environnement et sur d'autres sujets. Le Conseil économique, social et environnemental, exactement. Voilà, c'est ça. Il y a eu aussi plus récent. Et rien n'a été retenu, mais... voilà, alors voilà, exactement. Rien n'a été retenu. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu plusieurs centaines de citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont travaillé pendant une durée d'environ 6 mois, je pense, hein, sur un sujet déterminé. Ils ont sorti un rapport qui était extrêmement bien fait, très bien argumenté, et qu'aucun politicien, aucun groupe parlementaire n'aurait jamais pu faire dans un tel délai, ni avec une telle qualité. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on n'en a pas tenu compte.
Alors donc voilà, ce que je voulais vous dire encore en plus, au-delà de ça, si on est bien dans une démocratie dite représentative, c'est-à-dire qu'on élit nos représentants, il y a dans le mot démocratie représentative, il y a le mot démocratie. Alors la démocratie, ça veut dire soi-disant le pouvoir du peuple, hein, on l'a évoqué encore hier, hein, démos c'est le peuple effectivement, et cratie c'est le fait de gouverner, on est proche du mot oligarchie, etc. Le problème fondamental dans nos démocraties, c'est qu'il n'y a pas de contrôle d'exécution du mandat. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on élit, qu'est-ce qui se passe aux élections? Ben, on mandate, hein, d'ailleurs on le dit, ce sont des mandataires publics. Donc on élit le personnel politique pour remplir certaines missions. Alors quelles sont les missions? Ben, ce sont les missions, d'abord évidemment celles qui résultent du droit public, donc des missions de gouvernance comme telles, mais aussi on les élit sur base du programme, de leur programme, du programme qu'ils présentent lors des campagnes électorales. Et il faut bien constater que dans quasiment la totalité des cas, il n'y a aucun contrôle réel de la population sur sur l'exécution effectivement des promesses électorales. Alors, Guy vous a bien expliqué ici que par le biais des lois sur la transparence, on peut avoir accès aux documents, avoir accès aux comptes, etc. Mais pourquoi pas en profiter pour avoir accès à la réalisation des promesses électorales. Donc je vous invite tous, dans votre vie publique, dans votre commune, partout où c'est possible, de constamment, je dis bien constamment, hein, lors des séances de conseil communal, vous interpellez vos élus, vos mandataires publics, en leur disant « Bon, ben, vous avez dit que vous alliez faire ceci et cela, etc. Où est-ce que vous en êtes ? Comment ça se fait que telle chose n'est toujours pas réalisée ?» Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc la démocratie vous appartient. Et je voudrais attirer l'attention sur cet aspect de contrôle. Il est également fondamental dans le fonctionnement de structures, ici on a parlé de structures publiques, hein, que ce soit les gouvernements, la gestion des communes, etc. Le même mécanisme est tout aussi fondamental dans des structures de type effectivement syndical ou des types de coopératives ou d'ASBL, etc. Lorsqu'une structure donne un mandat précis à une ou plusieurs personnes pour exécuter une certaine tâche, il est fondamental qu'en même temps, on mette en place un mécanisme de contrôle de bonne exécution du mandat. Sinon, c'est du vent. Et c'est comme ça, c'est en général par ce biais-là, que les choses périclitent et que les institutions se pervertissent. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle sur la bonne exécution du mandat qui est confié. Donc je vous invite tous aussi dans vos structures, quelles qu'elles soient, vos ASBL, coopératives, syndicats, etc., peu importe, à vérifier, à contrôler. Et il faut prévoir donc les mécanismes de contrôle et il faut les prévoir avec une dimension de temporalité, de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire on contrôlera, on vous dit souvent oui mais dans la vie publique, hein, on vous dit oui mais le contrôle c'est les élections, hein. Dans 4 ans, dans 6 ans, eh bien on vous sanctionnera hein, en ne votant plus pour vous puisque vous n'avez pas réalisé ce que vous avez demandé. C'est la foutaise évidemment, parce que d'abord la majorité des gens ne se souviennent pas des promesses électorales, de 1, et de 2, les mandataires, qu'est-ce qu'ils font? Ben, leur souci principal n'est effectivement pas de réaliser les promesses électorales, mais au contraire de tout faire pour être réélu. Donc voilà, donc vous avez compris, et donc n'attendez pas 4 ou 6 ans, attendez simplement la prochaine séance de votre conseil communal ou des séances publiques du Parlement. Guy vous l'a expliqué, hein, les séances sont publiques, hein, c'est pas très compliqué d'aller y aller, de prendre la parole. Et donc, si j'ai vraiment un message à vous donner aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de contrôler l'exécution du mandat, c'est fondamental. Voilà, merci. Oui. Oui, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, voilà. Juste à côté, il y a une question. Voilà, bonjour et merci d'être venu, à mon avis, de loin quand même, pour la France.
Voilà, moi j'ai une expérience, je suis un ancien travailleur de la Sabena, qui est une ancienne compagnie aérienne belge qui a fait faillite. Et donc, je connais un peu le fonctionnement du syndicat en Belgique. Et j'ai constaté que finalement, mon impression à moi, c'est que le syndicat a carrément aidé l'État belge et la Sabena à organiser sa faillite, ou du moins à tenir les gens, tenir les travailleurs pour qu'ils ne puissent pas contester ou voire étouffer l'histoire, le plus vite possible. Et donc, maintenant, je travaille dans une société publique, service de transport bien connu en Wallonie, qui a la réputation de souvent faire grève. Mais quand on regarde les statistiques, on se rend compte qu'on fait moins grève que certaines entreprises belges. Malheureusement, on est fort médiatisé dès qu'on en fait une, parce que quand il y a 25 chauffeurs qui font grève, on en parle sur des chaînes de télé bien connues en Belgique. Et donc on pense d'office que tout le tech, pour ne pas le citer, est en grève, alors que ça dépend qu'un petit dépôt de 25 chauffeurs sur 5000 travailleurs. Voilà. Et donc, j'ai été délégué syndical à la tech, et je me suis très vite rendu compte que le délégué de terrain ne pouvait pas, finalement, faire grand-chose. On est là juste pour apporter des voix aux syndicats, et ça ne sert qu'à ça. Voilà. Et comme moi, comme j'entends que vous voulez créer un syndicat gilet jaune européen, je pense que c'est ça. Je m'étonne effectivement que le syndicat officiel ne l'ait pas déjà fait, parce que quand l'Europe s'est créée, ça aurait dû être fait depuis longtemps, que le syndicat grandisse en même temps que l'Europe, ça n'a jamais été fait, j'ai jamais compris pourquoi. Et je voudrais savoir si vous, en tant que futur syndicat, est-ce que vous avez déjà eu des pressions de la part des syndicats existants? Parce qu'à mon avis, ça doit être très fort, très dur, et en Belgique, je sais que si vous proposez ça en Belgique, je sais que les syndicats en Belgique vont vous faire passer de mauvais quarts d'heure. Enfin bon, ça ne doit pas vous décourager. Mais je voudrais savoir quel genre de pression vous avez déjà eu, et alors quels sont les moyens que vous auriez pour pouvoir le contrer. Juste une petite précision, ça existe, une confédération européenne des syndicats. Elle fonctionne assez bien parce que son président est devenu le président de la Confédération mondiale des syndicats, et il est inculpé pour corruption. Et il touche de larges subventions. Donc sur l'accompagnement des syndicats avec les plans de déstructuration des entreprises, tout ça, tu as tout à fait raison. C'est exactement la même chose chez nous, si j'en ai parlé tout à l'heure. Et ils ont même donné un joli nom pour ça en France. Les syndicats négocient avec les directions qui veulent faire des plans de licenciement massif. Ils appellent ça des plans de sauvegarde de l'emploi, des PSE, ce qui veut dire exactement l'opposé de la réalité, puisque ce sont des plans de licenciement massif. Par exemple, chez Carrefour, le nouveau PDG, quand il est arrivé, il a licencié, je ne sais pas, peut-être 6000 personnes. C'est considérable. Mais ils présentent ça comme des accords. C'est bien de signer des accords, ils sont contents. Ils signent des accords de plan de sauvegarde de l'emploi, qui en fait aboutissent au licenciement de milliers et de milliers de personnes. Donc c'est quelque chose qui existe évidemment chez nous. Et des pressions, bah oui, on en subit. Et je dirais même que quand on va dans les réunions, les plus virulents parfois, ce ne sont même pas les directions, ce sont les autres syndicats. Et notamment quand on essaye d'enregistrer les réunions. Là, on a des syndicats qui étaient, chez Amazon, c'est la dernière en date, étaient vent debout contre nous et nous ont menacé de nous attaquer au tribunal, de porter plainte contre nous pour non-respect de droit à l'image, etc., etc. Mais pour rebondir sur ce que disait notre juriste, c'est justement pour la transparence et la bonne exécution du mandat, parce qu'on leur dit, vous n'êtes pas là en tant qu'individu, vous êtes là en tant que représentant des salariés pour les syndicats, en tant que représentant de la direction d'une entreprise pour les membres de la direction, vous n'avez rien à cacher en fait. Tout ce que vous dites là, ça concerne les salariés, ça doit être filmé, ça doit être public. Et ils ne l'acceptent pas. Donc on a des menaces de ce genre. Après on a des menaces différentes qui viennent des confédérations, pas forcément de la base, qui est assez sympathique avec nous parce qu'ils retrouvent l'esprit syndicaliste qu'ils avaient peut-être à leur début et ils se sont peu à peu résignés ou peu un peu endormis, ils sont rentrés un peu dans les cases, mais quand on revient en réunion et qu'on fout le bordel, qu'on secoue un peu le bananier, ils retrouvent un peu cette vigueur-là et en général l'accueil est plutôt sympa. Par contre, en ce qui s'agit des confédérations, c'est-à-dire en haut, les gens de la base reçoivent des ordres absolument clairs pour ne pas travailler avec le syndicat des Gilets jaunes. On avait des copains de la CGT qui nous filaient des informations, parce qu'on connaît plein de gens en France, syndicalistes, et ils nous donnaient des informations pour qu'on puisse rentrer dans les boîtes. La confédération elle-même est intervenue au plus haut pour dire vous arrêtez immédiatement.
Et le problème, c'est qu'ils obéissent. C'est bien le problème. Et puis d'autres confédérations aussi. Et on a même des discussions entre avocats, je ne suis pas censée parler ici, mais ils seraient prêts peut-être à attaquer, si on déposait des listes, nous, de syndicats Gilets jaunes, à nous attaquer en justice. Je ne pense pas qu'ils aillent jusque-là, parce que ça nous ferait finalement de la publicité. Ben oui, ça nous ferait de la publicité et contre-publicité pour eux aussi de leur côté. Mais oui, les syndicats ne nous veulent pas. On a demandé à avoir un bureau à la Bourse du Travail à Paris, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu à Paris et participé à des réunions. Et évidemment qu'on n'en a pas eu. On a demandé aux mairies, à Bobigny, dans le 93, à bénéficier aussi d'un local, parce que tous les syndicats ont droit à ça, en fait. Et ben nous, bizarrement, on n'y a pas droit. Donc, et on est systématiquement attaqué par les directions dès qu'on désigne, dès qu'on présente, dès qu'on essaye de rentrer et de s'implanter, quoi. Donc oui, les pressions, on en a. Mais c'est rigolo parce que, en fait, c'est plutôt eux qui ont la pression. Parce qu'on les fait tellement chier, on les fait tellement peur, qu'ils sont obligés de bosser. Parce que du coup, les salariés, quand ils entendent syndicat Gilets jaunes, ils disent « Ah ouais, c'est vachement bien, ça leur fait de la concurrence. » Donc ils sont obligés de se justifier, de répliquer nos méthodes. Parce qu'avant, ils avaient des méthodes un peu pépères, on va manifester du point A au point B, le mardi et le jeudi. Maintenant, ils commencent à faire des manifestations le samedi. C'est inédit. Donc ils sont, ou à envahir des lieux de pouvoir, comme on a fait. Donc en fait, c'est eux qui ont la pression. Et pour vous donner un exemple, on a été chez Carrefour, en France, on est venu à Troyes, ils ont fermé le siège. C'est un bâtiment qui est immense. Ils ont tout fermé, ils ont enfermé les salariés à l'intérieur, et ils ont appelé la police, évidemment, parce qu'ils nous ont vu arriver, ils ne nous ont pas laissé rentrer pour une réunion syndicale. On était 3. Ils ont fermé le siège. Et les syndicats qui étaient dehors, les syndicats collabos, ils ne pouvaient même pas rentrer dans le siège. Et la direction leur a dit non, c'est fermé parce que vous avez le syndicat des Gilets jaunes qui est ici. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, c'est des indicateurs qui prouvent que ce que nous faisons, le mouvement qu'on a engagé, il fonctionne et il les fait flipper. Mais vraiment. Attends, il y a Joris qui voulait parler. Oui. Je voudrais juste préciser ceci, comme disait Nicolas là, tout à l'heure, effectivement en Belgique, il faut savoir que les syndicats n'ont pas la personnalité juridique. Donc ce ne sont pas ni des ASBL, ni des coopératives, ni quoi que ce soit. Donc pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, il n'y a rien qui juridiquement en Belgique empêche de créer un autre type de syndicat, ou un syndicat qui ne soit pas dans, comment dirais-je, les syndicats officiels qu'on connaît, socialistes, chrétiens et libéral, et un quatrième qui est neutre, je pense quand même, pas peu important. Mais donc il n'y a rien qui s'y oppose sur le plan strictement juridique. Donc je serais bien surpris de voir qu'il y ait des menaces d'action en justice en Belgique contre un autre syndicat qui se formerait. Ça me paraît complètement impossible. Le fait de ne pas avoir de personnalité juridique n'est pas un problème en soi. C'est le fonctionnement de l'association du syndicat qui est complètement opaque, avec effectivement des permanents du siège qui empêchent les travailleurs, qui veulent les mettre toujours dans des voies sans issue. Mais quand les réunions étaient interdites, au début de l'histoire syndicale, les syndicats au XIXe siècle changeaient le nom. Sous Bismarck en Allemagne, on a interdit les syndicats. Il s'appelait cercle de lecture. Il demandait à la commune un local pour le cercle de lecture, tout simplement. Et a mis des graines de pavot. Enfin, vous inventez ce que vous voulez. Et voilà, quand on vous ferme une porte, vous rentrez par la fenêtre, tout simplement. Moi, ça me pose question parce que quand tu ouvres une entreprise de n'importe quoi, tu dois avoir un numéro d'enregistrement, tu dois payer des impôts, tu dois faire des déclarations et compagnie. Et là, ils gèrent des millions ou des milliards.